Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Elisabeth qui a particulièrement soutenu Passion médiéviste le mois passé. Vraiment merci beaucoup Elisabeth, et si vous aussi vous voulez soutenir, eh bien je vous dis comment faire à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à la Dame à la licorne, au château fort et à Charlemagne, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500 pour l'Europe occidentale, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, aujourd'hui j'ai un peu le nez bouché, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 98, Léa et l'habit masculin carolingien, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet qui va nous permettre de rentrer dans la vie quotidienne des gens. Mais je vous le dis tout de suite, on va pas pouvoir entrer dans tous les détails, voilà. Vous n'allez pas avoir tous les éléments pour savoir comment vous faire un vêtement carolingien vous-même à la fin de ce podcast, mais on va vous donner quand même quelques pistes pour en savoir plus. Et notre guide temporel, mon invité aujourd'hui, c'est Léa Floïc. Bonjour Léa. Bonjour Fanny. Léa, je te reçois parce que tu as fait donc un M2 à Sorbonne Université sous la direction de Bruno Dumézil, qu'on aime bien, il est si gentil, je l'ai déjà reçu dans Passion médiéviste, vraiment un homme adorable. Et le titre de ton mémoire était « L'image et le genre, représentation et expression de la virilité au travers du vêtement masculin alto-médiéval par l'étude du psautier de Stuttgart ». Un titre long, mais qui est super intéressant. On va parler aussi aujourd'hui du côté politique de la représentation des vêtements. Un très très beau programme. Mais d'abord, première question rituelle d'un Passion médiéviste. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet et qu'est-ce qui t'a amené à faire des études d'histoire médiévale ? Alors moi, vraiment, initialement, je faisais pas de l'histoire. J'ai commencé par des études d'anglais. Je voulais être prof d'anglais. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis réorientée. Et la première fac qui me répondait, j'y allais. Et c'était la fac d'histoire. Et je suis tombée dans mon premier CM, concrètement, c'était Bruno Dumézil. Et j'ai fait, je vais faire tout ce qu'il faut pour être son élève et avoir un master avec lui. Et voilà. C'était un cours sur quoi, tu te rappelles ou pas ? C'était un cours sur le Haut Moyen-Âge, un cours introductif à l'histoire du Haut Moyen-Âge. Et vraiment, il est passionné et passionnant. Donc forcément, je me suis dit, il faut que je continue à l'avoir comme prof. Ouais, c'est vraiment le genre de personne qui a toujours l'œil qui pétille quand il parle. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il est incroyable. Donc, et je me suis un peu intéressée à tout ce qui va être artisanat, tout ce qui était couture. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire quand même en histoire. Surtout qu'on a beaucoup de représentations dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Sauf que c'est jamais très très bon. Donc je me suis dit, bon, on va aller regarder du côté des reconstituteurs. Et les reconstituteurs, c'est mieux, mais pas forcément tout le temps aussi bien qu'on le pense. Et j'ai pris une des sources que je voyais revenir, mais tout le temps, donc le psautier de Stuttgart. Un psautier, c'est là où on a tous les psaumes, les 150 psaumes. C'est quoi une psaume ? Un psaume, c'est... une prière ? Ouais, c'est des prières qu'on chante au cours de la journée. Il y en a 150, et puis ça parle donc... c'est David qui parle de l'église, de ce qu'il vit, donc voilà. Et j'ai pris cette source, et je me suis dit, les gens lisent un peu trop rapidement ce genre de source, il faut prendre un petit peu de pincette. Et en faisant des recherches, je me suis dit, il n'y a pas trop de choses qui parlent vraiment des vêtements. On parle beaucoup des enluminures, de son contexte de production, mais pas trop des vêtements dedans. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Et ça m'a ouvert des portes très larges sur comment on conçoit la virilité, les transgressions de genre, plein de choses très passionnantes. Eh ben, on va parler de tout ça en détail. Déjà aussi, avant de nous lancer là-dedans, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la période historique et de la zone géographique sur laquelle tu as travaillé ?
Alors, j'ai travaillé du coup sur la période carolingienne, donc c'est grosso modo le 7e, 9e siècle. Oui, on Voilà. est sur le haut Moyen-Âge. Mais oui, je l'ai Et pas oui. dit en introduction, on va parler vraiment de haut Moyen-Âge, ce qui est assez rare dans Passion médiéviste, mais parce que finalement, je reçois pas beaucoup de propositions et il y a pas énormément de gens qui travaillent là-dessus. Donc, je dis déjà maintenant, s'il y a des gens qui travaillent sur le haut Moyen-Âge et qui veulent passer en Passion médiéviste, envoyez-moi un message, comme Léa l'a fait. Oui, venez, parce que de toute façon, on fait du travail passionnant. Ah oui. Donc sur l'époque carolingienne, en gros, c'est le royaume de France plus une bonne partie de l'Allemagne. Après, c'est pas parce que je travaille sur le monde carolingien que je me suis contentée du monde carolingien. Le monde médiéval, c'est pas un vase clos. Il y a beaucoup d'interactions. Du coup, cette étude nous mène un petit peu sur les côtes de l'Angleterre, au Moyen-Orient, Byzance et le monde musulman. Ouais, donc en fait, t'es resté sur la même période, mais géographiquement, t'as un peu voyagé partout C'est ça. en fonction des sources archéologiques. On va en parler tout à l'heure. Et alors, un sujet comme ça, on peut se dire que ça a déjà été étudié. Est-ce qu'il y avait déjà eu des études, effectivement, sur le vêtement carolingien ? Alors, réponse d'historien, oui et non, c'est un peu compliqué. Mon travail s'inscrit pas dans un néant absolu. Il y a eu beaucoup d'études sur la question du genre, sur le vêtement, le psautier, mais pas quelque chose qui prend tous ces éléments ensemble pour en faire quelque chose, pas de cohérent, j'ai pas cette prétention, mais pour en faire quelque chose. On a beaucoup d'études sur le vêtement ecclésiastique. Pas vraiment laïque, parce que c'est les ecclésiastiques qui parlent. Donc qui les évêques, écrivent. les religieux, ouais. C'est ça. Et en fait, on a beaucoup d'écrits sur ça, sur notamment ce que l'on appelle l'angoisse vestimentaire des ecclésiastiques. Carrément une angoisse. Oui, alors, oui. C'est-à-dire que les ecclésiastiques, vu que la plupart sont d'origine laïque, ils ont peur que, en prenant l'habit du moine, ils soient beaucoup moins virils. Voilà. Donc, il leur faut des justifications par rapport au fait de vivre en communauté, de porter tous le même habit, de pas avoir une richesse incroyable. Et c'est ce dont les sources parlent. Il y a aussi la peur de la trop grande richesse des vêtements des prélats. On considère que c'est abominable pour un évêque de porter des vêtements aussi riches que celui d'un prince. Donc il y a toute cette angoisse. On se penche beaucoup aussi sur les images, parce que concrètement, au Moyen-Âge, l'habit fait le moine. Oh. Voilà. C'est-à-dire que ce que l'on met dans le monde, ce que l'on représente au monde, c'est censé être en accord avec ce qu'on est à l'intérieur. Donc un prélat peut être très riche. Vu que c'est un religieux, il doit apparaître comme un religieux. Il faut pas qu'on puisse le confondre avec un prince. Il faut pas brouiller ces normes. Et le vêtement est la plus grande transgression que peut porter le monde médiéval. Et qu'est-ce que tu savais déjà sur le vêtement carolingien avant de commencer ton étude sur le côté plutôt donc laïque ? Alors, pas grand-chose, mais suffisamment pour travailler. Je savais qu'on faisait des vêtements avec des matières naturelles, donc la laine, le lin, la soie. Je savais que certaines couleurs étaient utilisées et pas d'autres. Mais à part ça, c'était pas pléthorique comme connaissance, mais ça me faisait une bonne base sur laquelle édifier mon mémoire au final. Et est-ce qu'on savait quelle était déjà la mode, même si bien sûr la mode est un terme totalement anachronique pour cette époque, mais quelle était la mode de l'époque pour les hommes ? Parler de mode, oui, donc c'est vrai que c'est un peu anachronique, mais ça peut faire du sens. Dans le sens où on sait qu'il y a des différences, par exemple, entre régions de ce qu'on porte, entre les Gascons et par exemple ceux qui vont être plus au nord vont pas porter les mêmes vêtements, parce que c'est pas les mêmes influences culturelles. C'est un peu difficile de savoir toutes les différences, parce qu'on n'a pas non plus énormément de sources, que les sources sont très partiales. On s'intéresse vraiment plus aux prélats, aux princes, à l'empereur, à son entourage. Donc c'est essentiellement eux dont on connaît le vêtement. On a par contre une représentation d'un donateur laïque en Italie du Nord, donc à San Benedetto de Mal. Je ne parle pas italien, mais voilà. Et en fait, on a une représentation qu'on ne peut pas forcément trop généraliser, puisqu'il y a des gens qui sont beaucoup plus pauvres, mais qui donnent une bonne perspective. Donc, un homme plutôt laïque, à l'époque carolingienne, ça porte une tunique, donc près du corps, plutôt en lin, parce que c'est un matériau qui est plus simple à laver, une surtunique, qui va être plutôt en laine, en soie, selon les moyens, un pantalon, ou des sous-vêtements plus des chausses. On en a retrouvé par exemple à York, des choses comme on en retrouverait plus tard dans l'époque médiévale. Une paire de chaussures, parce que c'est quand même vachement mieux pour marcher. Et au-dessus, en dernière couche, si on peut dire, une chlamyde, donc vraiment
entièrement d'origine romaine, hein. C'est un manteau qu'on attache sur l'épaule. Donc on l'attache selon la main dominante sur l'épaule droite ou sur l'épaule gauche, et qui permet de se protéger des éléments et d'avoir un bon petit style quand même. Oui, c'est intéressant de voir qu'effectivement, là, l'époque antique n'est pas très très loin en termes d'influence, on en parlera un peu plus tard. Alors, dans ton travail, tu as donc comparé des sources iconographiques, donc des images, et archéologiques. Mais déjà, commençons par parler des images que tu as étudiées. Tu as dit, elles viennent d'un psautier, donc un psautier, un recueil de sources, mais parle-nous un peu plus en détail de cette source. Alors, le psautier de Stuttgart, il a été écrit au début du 9e siècle, donc aux environs de 820, dans un centre de production impériale à Saint-Germain. Et c'est donc un recueil des psaumes, et il y a quelque chose comme 300 enluminures. Waouh! Ouais, c'était très long à étudier. Pour combien de folios en moyenne? Je crois que c'était quelque chose comme 200 folios. Ah oui, donc on a plus d'enluminures que de pages. Ouais, parce qu'il y en a certaines où on a 2-3 enluminures sur la page. Waouh! J'ai eu la chance quand même qu'elle soit entièrement numérisée, ce qui est très très bien. On remercie les Allemands et les Suisses de numériser leurs sources. Et donc cette source, elle illustre des passages des psaumes pour donner une meilleure compréhension de ce qui s'y passe. Donc je vais dire un exemple au hasard, mais si dans le psaume on parle d'un lion, on va représenter un lion dans l'enluminure pour accompagner la lecture, pour en donner une deuxième lecture, pour en approfondir la compréhension aussi. Et en général, qu'est-ce qu'on voit alors sur ces images ? Alors, sur les images de ce psautier en particulier, on a beaucoup de représentations humaines, très minoritairement des femmes, à très large majorité donc des hommes. On représente essentiellement des scènes où juste on a des personnes qui se font face, quelques scènes de bataille, quelques scènes dans des villes, et c'est à peu près tout. C'est pas, faut pas imaginer des grandes enluminures avec plein de personnages très dynamiques comme on peut en avoir dans les livres d'or du XVe siècle. On n'est pas dans les livres d'or, on n'a pas de la feuille d'or et tout ça. Là, on est. Non. Mais oui, on est vraiment à l'ancienne par rapport aux livres d'or. Ouais, c'est ça, c'est des formes très simples qui sont souvent faites quand même en une seule ligne. Le visage, c'est une seule ligne, c'est de profil. C'est très simple dans la composition, mais il y a une très grande richesse, c'est très coloré. Le manuscrit est très bien conservé, donc ça veut dire qu'il n'a pas dû être très très utilisé. Et c'est ce qu'on retrouve dans le manuscrit. Et donc, qui est-ce qu'on a comme personnes qui sont représentées dans ces enluminures ? Donc, on y retrouve représenté donc David, le père de Salomon, un roi mythique d'Israël, qu'on retrouve dans la Bible, dans le Coran, qui est considéré comme l'auteur des psaumes au Moyen-Âge. On retrouve aussi le Christ, et ensuite une ribambelle de personnages non identifiés qui servent à créer la scène, quoi. Et alors, comment on y arrive ? Enfin, comment sont-ils habillés, ces personnages ? Alors... Pareil, c'est un peu compliqué. Oui. Là, tu vas nous faire une réponse de à peu près 45 minutes, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors, les personnages avec une certaine gravité, les religieux, ceux qui sont censés être le Christ, les apôtres, les évangélistes, ils sont représentés pas en habits dits carolingiens, mais dans un grand manteau qu'on appelle un himation, qui est un manteau grec et qui est un long manteau drapé. Concrètement, c'est ce qu'on voit partout sur toutes les églises, sur toutes les autres représentations. À côté de ça, les autres personnages sont habillés entre guillemets normalement, donc avec ce qu'on a dit précédemment, la tunique, le pantalon, la chlamyde. Parfois ils sont armés, donc ils ont une épée, un bouclier, leur casque, et voilà. Donc là, tu as dit les personnages un peu... en gros, les Pokémon légendaires, là, ils ont la belle tenue et tout ça. Et le reste, un peu plus classique carolingien. Mais est-ce qu'on voit déjà dans ces personnages plus classiques des différences selon le statut social ? Est-ce qu'on a des différences au sein de ces personnages ? Alors, on a certaines différences. C'est-à-dire que David est souvent représenté dans des tenues très riches. Il faut quand même pouvoir l'identifier. Donc, il a sa couronne, il a une tunique qui est très décorée avec ce qui ressemble à des pierres précieuses. Il est beaucoup plus coloré aussi, généralement. Le seul problème, en fait, qu'on retrouve dans le psautier, c'est que on peut pas tout le temps faire la différence. C'est-à-dire que David, autant il est souvent habillé très richement, mais parfois il se confond avec les autres personnages. Donc on n'a pas de modèle où on peut se dire « Ah, là c'est David,
ah là c'est le Christ. Bon, on le remarque parce qu'il a le nimbe autour de la tête. L'auréole, ouais. Mais voilà, il faut vraiment lire à la fois le texte et s'accompagner de l'image pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas vraiment de représentation de ce qu'on pourrait appeler les pauvres parce qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas savoir. Et ça, c'est à la fois dans les représentations, donc dans les enluminures, on ne peut pas savoir qui est pauvre et qui ne l'est pas. Et c'est à la fois dans les textes, parce que les textes n'en parlent pas. Donc concrètement, il y a toute une partie donc de la population carolingienne, qui est la très grande majorité, hein, c'est 80%, 90% de la population, dont on ne connaît rien. Et au final, nos recherches se basent que sur une minorité plus riche. On ne sait concrètement pas à quoi ressemble l'habit du pauvre carolingien, du travailleur journalier. On ne sait pas. On n'a pas forcément l'archéologie qui va avec. Donc, c'est très partial. Oui, en fait, on retrouve parfois ça pour le Moyen-Âge. Les sources écrites, c'est un peu les sources pour les élites, faites par les élites. Exactement, ouais, tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention avec la source qu'on a. Et les enluminures, il faut pas les prendre comme une photo absolue. C'est-à-dire que là, ce qu'on a dans les enluminures, on suppose que ce sont bien des habits carolingiens parce que c'est cohérent avec ce qu'on retrouve dans les textes et dans l'archéologie, mais on n'est pas absolument certain parce qu'ils sont aussi tributaires de leur éducation, de leur statut social. Donc, quand je dis ils, c'est les clercs qui produisent et ceux qui commandent ce genre de manuscrits. Ils sont tributaires de leur éducation, ils sont tributaires aussi des attentes qu'on met sur la production du manuscrit. Et il faut faire très attention. Et c'est aussi quelque chose que Bruno Dumézil me faisait remarquer quand je parlais aussi un peu reconstitution dans mon mémoire, c'est que le problème de la reconstitution, souvent, c'est que c'est généralement que des représentations de personnes riches. Et c'est pas le paysan lambda parce que, concrètement, quand on veut se baser sur des sources, les sources, elles parlent que des personnes les plus aisées. Et aussi que c'est carrément moins cool de jouer le paysan lambda, le paysan journalier en fête médiévale. C'est un peu moins sexy. Bon. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Parce que, on l'a dit, donc, tu as fait dans ton étude une comparaison avec les restes archéologiques. On y arrive. Qu'est-ce que tu as étudié et comment ? Les restes archéologiques qu'on a, ils sont pas pléthoriques. Ils sont pas pléthoriques, mais ils sont plutôt bien conservés. Donc on retrouve des fragments de soie, on retrouve des galons brodés. On a retrouvé aussi, surtout en Scandinavie, parce que la Scandinavie est plutôt propice à la conservation des textiles de manière... Pourquoi ? Par le froid ? Ouais, c'est conservé dans les tourbières, et du coup, il n'y a pas d'oxygène dedans, et c'est pour ça qu'on conserve des momies vraiment... elles sont un petit peu desséchées comme des pruneaux, mais... C'est des momies, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on conserve plutôt bien en Scandinavie, on conserve aussi très bien dans les déserts égyptiens, par exemple. On a des très belles tentures coptes, par exemple. Et on en a aussi dans les trésors d'église en France et en Allemagne, qui sont extrêmement bien conservés parce qu'il y a eu cette volonté de les préserver. Donc c'est ce qu'on a. Ça représente en général, donc ces tissus de soie, il faut imaginer un grand cercle dans lequel on a des animaux, des scènes de chasse, donc des lions, des éléphants, des corbeaux. On a des animaux mythologiques qui viennent de la tradition perse. Faut imaginer ça et... L'archéologie suppose qu'ils étaient découpés et mis sur les tuniques ou permettaient de faire entièrement des tuniques. Donc faut imaginer quand même que le vêtement de l'élite carolingienne devait être vraiment, vraiment très très riche, vraiment très coloré et aussi très riche en illustration, visuellement, ouais. L'iconographie devait être très riche et porter certains messages aussi... Comme tu dis, s'ils avaient tous ces animaux, toutes ces bêtes sur eux, ça devrait être vraiment très très beau. Donc toi, en fait, tu as étudié des restes ou est-ce que tu avais déjà des fois des tenues entières ou pas ? Alors, on n'a pas, en tout cas moi pour ma période, on n'avait pas de tenue entière. On a des fragments plutôt bien conservés. Alors, je ne parle pas norvégien de la même manière que je ne parle pas italien. Tu exagères, franchement, ça va, c'est pas compliqué. J'aurais dû apprendre. Mais on a une tenue qui est la tenue de Skjoldhelhamn. À tes souhaits. Ouais, j'ai complètement torturé cette prononciation. C'est pas grave. Qui est une tenue donc qu'on a retrouvée en Norvège, si je me trompe pas, et qui est en fait une tunique plutôt orange, très connue pareil des reconstituteurs, et qui est pas presque complète, mais on a retrouvé le haut et on a retrouvé le bas. Donc pour une fois,
on a et une tunique et un pantalon. Et à partir de ça, on peut observer les coupes, on peut observer comment il est teint, comment il est tissé, comment il est ensuite assemblé, et ça donne une plutôt bonne vision avec seulement des fragments. Et on a retrouvé également en Scandinavie des galons, c'est-à-dire des bandes qui sont tissées, là aussi très prisées par les reconstituteurs, notamment de tout ce qui va être viking, et on en retrouve de plutôt bonne facture et plutôt belle richesse. Est-ce que tu as pu étudier pour l'espace français et plutôt peut-être allemand des choses qui potentiellement auraient pu être du contemporain, des gens qui ont écrit le psautier ? Alors, on a donc les fameux fragments de soie qui en fait servent, et c'est un petit peu malheureux, de torchons. Quoi ? Ouais, alors non. Si, c'est très drôle parce que le textile ne se perd pas, on ne gâche pas du textile. Comme pour le parchemin, comme pour le papier Voilà. après. On réutilise tout. Et en fait, ils finissent comme nappe, comme nappe d'hôtel, ils finissent comme linceul pour emballer les os des saints. Et c'est comme ça qu'on les retrouve quand on ouvre les trésors d'église. On retrouve ces textiles et ils l'attribuent à n'importe quel saint qui a été emballé avec. Et en fait, à l'étude un peu plus approfondie, on est genre, attends, par contre, ça a été tissé à l'époque carolingienne, ça c'est... Donc voilà, les tissus sont offerts, sont portés, et quand on n'en a plus grand-chose à faire, généralement après la mort d'un souverain, on se débarrasse de ce qu'il possédait, on dispatche un peu dans telle ou telle église, ça permet de faire un cadeau de la part du souverain, ça rehausse sa relation avec un établissement, et tout le monde est content, ils ont une belle nappe, le souverain peut refaire sa garde-robe, et puis voilà. De toute façon, on avait bien vu, bon alors c'est très très lointain après, mais dans leur série que j'ai fait sur la tapisserie de l'Apocalypse, on a bien vu que, bon, c'était plus au Moyen-Âge, mais après, les gens avaient utilisé la tapisserie pour faire des couvertures pour les chevaux ou alors pour couvrir les orangers, enfin les arbres fruitiers pour éviter qu'ils soient pris par les oiseaux. Donc on voit que même longtemps après l'époque carolingienne, on continue de réutiliser les tissus qui sont un peu négligés pour après finalement, mais en fait c'est pas mal ce truc. Et en tout, Léa, tu as étudié combien de restes, combien de ces fragments archéologiques ? Alors ces fragments, j'en ai étudié 6. C'est pas beaucoup. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Je m'attendais à 600, 6... Ah non, juste 6. Alors 6 parce qu'ils sont de mon espace géographique. On les a retrouvés en tout cas généralement en Allemagne. On a toute une somme qui a été écrite par, en tout cas dirigée par David Jenkins sur les tissus occidentaux et toutes les trouvailles. Et dans toutes les trouvailles, il y en a que 6 ou 7 qui sont à peu près de ma période et à peu près de mon espace géographique. Donc c'est pas beaucoup. Ah oui, c'est peu, oui. Mais c'est parlant. C'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les textes. Concrètement, on retrouve tout un lexique iconographique, on retrouve toutes les références iconographiques de la chasse, l'importance des lions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces tissus, ils sont pas faits spécifiquement pour s'accorder aux références idéologiques des Carolingiens. Initialement, les tissus, quand même, ils viennent de Byzance, ils viennent du monde musulman. Ils sont pas faits en Europe ? Non, ils sont pas faits en Europe. Alors, c'est généralement des cadeaux diplomatiques, parce que le vêtement, ou en tout cas le textile dans son ensemble, est super comme cadeau diplomatique, parce que ça prend concrètement pas beaucoup de place dans un sac, c'est léger, mais par contre, ça a une plus-value. C'est classe. Et c'est classe, il faut le dire, c'est merveilleux, c'est très beau, mais c'est une plus-value de dingue. Tu peux transporter dans une besace un truc qui vaut l'équivalent de 10 ans de salaire pour tout un village. Donc on en ramène donc par cadeau diplomatique, ou on va juste les acheter parce que concrètement la soie, ça se vend bien, ça permet d'alimenter tout un commerce en Scandinavie, dans la mer du Nord et tout ça. Et du coup, tu as étudié que des fragments en soie ou aussi des choses en lin et en laine ? Alors, c'est essentiellement pour l'espace allemand et pour l'espace français. C'est essentiellement de la soie, parce qu'ils ont été trouvés dans les trésors d'église et que, voilà. Le lin, ça se conserve pas très bien, vu que c'est une fibre végétale. Voilà. C'est biodégradable, quoi. Voilà, c'est ça. C'est génial. Circuit court, biodégradable, tout ce qu'il faut. Oui, là, ça vient pas de Byzance. Non, c'est fait en Europe. On gère en Europe le lin, ça va. La soie, pas trop. Et la laine, par contre, on en retrouve, mais voilà, pas beaucoup. C'est généralement beaucoup plus fragmentaire. C'est des plus petits morceaux aussi. Et c'est souvent aussi trouvé,
On n'en retrouve pas les fragments directement, mais on les retrouve imprimés dans le métal. Ouais, parce que les deux grandes manières de trouver du textile, c'est soit tu les trouves vraiment, soit tu retrouves juste leur empreinte dans la rouille sur les métaux, généralement les épées. Wow. Parce que quand on enterre quelqu'un, on l'enterre habillé, avec tout ce qu'il faut, la coiffe, les boucles d'oreilles, le collier, tout ça. Et quand le temps fait son œuvre, les matières naturelles vont se détériorer, mais les matériaux imputrescibles, comme le métal, eux, quand ils vont rouiller, ils vont venir se mettre sur les fibres naturelles. Et les fibres naturelles, vu que elles restent quand même un petit temps, la rouille se fait au-dessus. Et quand les fibres naturelles finissent par s'en aller, il reste plus que le modèle dans la rouille, en fait. C'est super intéressant, je connaissais pas du tout ça. Et aussi, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure de couleurs. En quelle couleur sont ces fragments que tu as étudiés là, les soies, on est plutôt sur quelle couleur? Là aussi, réponse d'historien, ça dépend. Oui, bien sûr, mais voilà, déjà, là, non, alors... tes 6 fragments, ils sont en quelle couleur? Ils sont en couleur pas très belle. Cacadois. Ouais, un peu couleur cacadois. Ah, mais est-ce que c'est parce que le temps a fait son œuvre et ils ont ça? Le temps a fait son œuvre, ouais, concrètement. Sinon, il faut vraiment s'imaginer, et c'est le grand reproche qu'on fait tous les médiévistes font aux films, séries et jeux vidéo, arrêtez de mettre du marron et du bleu partout, c'est pas beau, et ça rend pas compte de la réalité. Parce que il faut imaginer quelque chose de très coloré. Ouais, tu l'as dit, c'est très riche, c'est voilà, très coloré. C'est très riche, c'est très coloré. Faut imaginer du jaune pétant. Alors, pas du jaune fluo quand même. Faut imaginer un jaune quand même clair, mais... Poussin? Non, pas poussin. Jaune-orange... Soleil. Voilà, joli soleil, joli coucher de soleil sur la Méditerranée. D'accord. Voilà. Non, faut imaginer ça. Alors, on n'a pas trop de verre. Je suis désolée pour les grands amateurs de verre comme moi. On n'en a pas. Parce que la manière de faire du verre, c'est soit d'aller le frotter dans l'herbe. Bon, pas exactement, mais voilà, en gros, c'est ça. J'imagine les gens en train de se rouler, de descendre des collines, youhou, pour être plein de verre. Bah, ils pourraient le faire, ça pourrait être très amusant, mais le verre tiendrait vraiment pas, parce que, bah... Oui, un lavage et hop. Voilà, parti. c'est ça. On a tous taché de verre les genoux de nos jeans, et bah oui, c'est chiant à l'enlever, et faut frotter un petit peu avec du savon, mais ça finit par partir. Et de la même manière, quand on essaie de prendre tout ce qui va être des pigments plutôt minéraux, comme avec la malachite, qui est un oxyde de cuivre, c'est pour ça qu'il est vert, et bah en fait ça fait des teintures qui sont pas du tout uniformes, c'est un peu moche, donc on évite. Mais par contre il y a des couleurs qui tiennent super bien. Le bleu, ça tient nickel, alors oui, ça déteint un petit peu avec le temps. Et c'est pas super cher aussi le bleu à faire en tissu? Alors oui, parce que il faut utiliser de la pastel des teinturiers, et bon, il en faut quand même en certaine quantité pour réussir à faire quelque chose de vraiment très bleu, parce que la richesse, c'est aussi la richesse des vêtements, c'est ça. C'est la profondeur de la couleur et la manière dont a été tissée la fibre au final. Et on a aussi le rouge. Alors là, le rouge, voilà, c'est voilà, le rouge, c'est la couleur princière royale par excellence, parce que pour faire du beau rouge, du pourpre, il faut une quantité de mollusques méditerranéens. Oui, on en avait parlé dans l'épisode sur l'escargot, du rouge de Tyr qui est fait et qui coûte donc très très cher. Qui coûte très très cher, parce que il faut aller plonger et chercher les petits mollusques ou les ramasser, et il en faut une quantité astronomique pour pas beaucoup de teinture. Donc forcément, les Byzantins en plus, ils sont très jaloux de leur teinture. Concrètement, c'est généralement les ateliers impériaux qui s'en chargent, parce que c'est la couleur de l'empereur, il faut pas rigoler avec ça. Donc on a toutes ces couleurs, et évidemment on a les couleurs plus naturelles, c'est-à-dire le blanc de la laine, plutôt grisâtre quand même. Il faut pas imaginer du blanc comme nous on a nos t-shirts ou nos pantalons, faut imaginer un blanc un peu... Un beige. Ouais, un petit beige, un petit blanc cassé. Sinon du gris et du marron, voilà. Et on a le noir, mais c'est pareil, faut se dire que faire des vêtements de couleurs, de belles couleurs, c'est casse-tête. Parce que le noir, par exemple, ça se fait avec ce qu'on appelle des noix de Galles. C'est des petits trucs que l'on retrouve sur le chêne, notamment, qui sont des petits parasites qu'on retrouve sur le chêne et qu'il faut ramasser, sécher, écraser, mélanger avec un liant. Et
ensuite que l'on peut faire tremper avec du tissu. Et pour avoir une couleur profonde, il faut y aller. Oui, il en faut beaucoup. Voilà. Donc la couleur, c'est bien, mais c'est pas pour Jojo qui travaille dans le fin fond de son village. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Enfin écoutez, Calogrenant, vous allez pas tirer la tronche pendant toute la séance, si? Je suis désolé, j'ai jamais subi une humiliation pareille. Non mais je suis d'accord, n'empêche que c'est pas de notre faute à nous. Sans vouloir vous manquer de respect, c'est de la faute à ces saloperies de voix romaines et leur pavé à la con. Je suis tombé dans une flaque et j'ai tout le bas de l'armure qui s'est mis à rouiller. Au bout de 5 ou 6 lieues, je pouvais plus arquer. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici? Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en lin, ou quelque chose. Un chevalier, c'est en armure. Pour chevaucher, pour se battre, pour se présenter au roi de Bretagne autour de la table ronde. Moi, je peux pas laisser continuer la séance comme ça, je suis désolé. Enfin c'est pas grave ça, on s'en fiche, c'est sous la table, on voit rien. Non mais là, pourtant vous allez pas me dire que je suis à cheval sur mes principes. Mais question chasteté, on a quand même un chevalier sur 8 qui est cul nu. S'il se couvrait les jambes, avec quelque chose. Avec quoi? Un bout d'étoffe, par exemple. Quelque chose qui vous rende chaste. Une étoffe, ça irait? Ça fait pas très chevalier, mais bon, question chasteté, je vois rien à redire. Oh non mais attendez, je dis des conneries moi. L'étoffe, ça va pas du tout. Il faut que ça soit une armure, ou une tenue officielle. Alors enroulez-vous ça autour des jambes et on enchaîne. C'est chaste, mais c'est pas officiel. Et la table ronde, c'est pas à bal costumé, merde! Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il me semble que j'en ai déjà fait beaucoup. Moi, les solutions, j'en vois qu'une. Vous décrétez que la jupe à motif est la tenue officielle de Calédonie. Quoi? Vous voulez que j'humilie ma terre natale pour une connerie d'armure rouillée? Bah, c'est un ordre. Bon, je note. La jupe, tenue officielle, Calédonie. La séance peut reprendre. Bon alors, et raconte-nous donc, quels ont été les résultats de ton étude comparative entre donc les images et l'archéologie? Qu'est-ce que tu en as déduit? Alors, ce que j'en ai déduit partait un peu d'une évidence, et en même temps pas trop. C'est-à-dire que dès 1925, il y avait un auteur qui disait que ce qu'on voyait représenté dans la plupart des enluminures, c'était bien des tissus orientaux, des tissus à médaillons. Ça veut dire quoi, des tissus à médaillons? Alors, les tissus à médaillons, c'est mes fameux fragments de soie avec le motif dans un cercle. Et ils se font vraiment comme si c'était des gros badges, des gros pins qui se mettent sur eux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un tissu où il y a plein de fois le même motif dans un cercle et on le coupe et on le met en bas des tenues. Comme des patchs, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, patchs. Exact. Et ça fait des belles parmentures de tuniques, c'est très joli. Donc, on avait déjà un auteur qui en parlait, qui disait « c'est sûrement ça, à vérifier ». Ça paraît cohérent. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée vérifier. Et en effet, c'est très cohérent à la fois dans les sources textuelles, à la fois dans l'archéologie. Les sources parlent donc des tuniques très richement décorées, avec des tissus qui viennent d'Orient. Et on retrouve bien, en effet, ces tenues qui viennent d'Orient, ces textiles qui viennent d'Orient, et qui permettent de faire des choses richement décorées. Après, vu qu'on n'a pas une tunique carolingienne entière, c'est quand même du niveau de l'hypothèse extrêmement très très fort probable. C'est-à-dire que vu qu'on peut pas prendre les sources littéraires pour argent comptant, les enluminures pour argent comptant, et que l'archéologie ne nous donne pas de réponse définitive, il faut prendre tout ça avec un petit peu de distance, avec quelques pincettes, mais le faisceau de preuves a l'air quand même très très concordant. Ça a l'air plutôt... Et qu'est-ce que tu en peux en déduire sur le côté politique de la représentation de ces vêtements dans les enluminures? Alors, la lecture politique. Moi, ce que j'en ai fait dans mon mémoire, c'est pas tant une réflexion qui m'est venue de moi-même, mais plus une réaction à ce que j'avais lu. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'écrits universitaires sur directement la vision politique au travers du vêtement dans le psautier. Et le seul article que j'ai trouvé qui était un petit peu universitaire, puisque c'était un chercheur comme moi en master, la lecture qu'il en faisait m'a mise très mal à l'aise. Carrément mal à l'aise? Ouais, alors, de prime abord, tu lis le truc, c'est très sympa. Ah, un chercheur qui fait un peu comme moi, cool. Ouais, et au final, il part dans une lecture vraiment antisémite du psautier. Ouais. Mais non. Ouais, si. Alors, pour lui, les méchants, c'est forcément les juifs, et les gentils de l'histoire, c'est forcément les germaniques qui sont habillés à la manière carolingienne. Attends, il date de quand cet article? Ah, mais il date de genre 4 ans. Ah ouais, 2 ans de trop. Parce que des fois, on trouve des articles du début du siècle, on dit du début du XXe siècle, ouais. Non, il n'a pas été pondu en 39. Non, c'est vraiment un article d'un Américain qui a été publié il y a vraiment pas longtemps, moins de 5 ans. Et quand j'ai lu ça, j'étais genre,
j'ai un peu l'impression que tu choisis les enluminures qui vont dans ton sens, quand même. Parce que pour lui, s'il y avait de la barbe, c'était le bon germanique, et puis s'il y avait pas de barbe, c'était le méchant juif. Alors j'ai regardé ça, j'ai fait, c'est pas très logique ce que tu racontes. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut en faire vraiment une lecture politique ? Est-ce qu'il y a une projection politique ? Non, concrètement non. Il n'y a pas de méchants et de gentils selon les vêtements qu'ils portent. Mais c'est vrai que on peut se dire que le fait de mettre des vêtements carolingiens sur des personnages de la Bible, c'est quand même intéressant à étudier parce que ça montre qu'on essaie quand même d'avoir une certaine, on peut se dire que ça peut apporter une certaine légitimité, que ça permet d'inscrire dans un temps long, de rappeler aussi que Charlemagne, lui, le modèle vétérotestamentaire, donc ça veut dire de l'Ancien Testament. Ah ouais, attends, tu nous as sorti un terme là. Voilà, il fallait placer le terme un peu compliqué. Vétérotestamentaire. Vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament. On a beaucoup de références dans les sources. Charlemagne, qui est, il me semble, comparé au roi David. Donc, en même temps, il est super classe. Voilà, normal. Il est super classe. On adore Charlemagne et il faut qu'il reste dans le top classement des superjoutes royales. Ah oui, je pense pas que là, ça va être compliqué à détrôner. Là. Indétrônable. Donc, ça permet quand même de se dire, en tout cas, de se poser la question de s'il n'y a pas une volonté d'inscrire la dynastie carolingienne dans le temps long. Ça se trouve pas du tout, mais voilà, il y a cette question qu'on peut légitimement se poser. Et donc aussi, on en a mentionné tout à l'heure, on voit dans ces enluminures, pour toi, l'influence antique encore. Bien sûr, parce que de la même manière que le monde carolingien est vraiment connecté à tout le reste de l'espace oriental et tout ça, les copistes, ceux qui ont fait le manuscrit, ils ont aussi leur... Rappelle-nous, il a été fait à quelle époque déjà ? Au 9e siècle, aux environs de 820. On a une vraie influence antique. Et ce que j'ai fait, c'est que pour examiner le manuscrit, je me suis dit, attends, je vais pas juste prendre celui-là, je vais aller en regarder d'autres de la même époque, et je vais voir si on en a d'avant. Alors, on en a deux. Les Vergilius Vaticanus, le 3867 et le 3225. À tes souhaits. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker les sources, qui sont du 4e et du 5e siècle. Ces manuscrits, en fait, c'est des compilations des œuvres de Virgile, le poète romain. Donc on est loin des psautiers, là. On est très loin des psautiers, mais il y avait quelque chose à regarder dans la représentation qu'on faisait des vêtements. Et en fait, quand on étudie la progression des enluminures, on voit qu'il y a quand même des changements qui trahissent quand même le fait qu'ils sont inspirés par leur propre temps, notamment dans tout ce qui va être les armures. Les armures, notamment les épées, évolue beaucoup dans les enluminures, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même cet héritage antique. On reprend les mêmes codes, les mêmes modèles. Il faut se dire que, comme toujours, on essaie de revenir à un modèle qu'on considère comme le meilleur, celui d'avant, parce que c'est toujours mieux avant. Donc, voilà, il y a cette influence, mais il y a aussi des particularités qui nous font dire que c'est carolingien, les épées, les boucliers et, évidemment, les tuniques qui sont concordantes avec ce qu'on retrouve dans l'archéologie. C'est super intéressant. Et depuis que tu as fini tes recherches, depuis que tu as soutenu ton mémoire, Léa, qu'est-ce que tu fais ? Alors, depuis que j'ai fini mon mémoire, donc il y a une bonne année de ça, je prépare l'agrégation. Ah ! Eh oui, je prépare l'agrégation d'histoire et les écrits sont terminés. Au moment où on enregistre, oui, les écrits viennent de se finir. Les écrits sont terminés et je prépare les oraux. Waouh ! Voilà, donc je touche du bois pour que tout se passe bien et... Je te le souhaite. Et est-ce que tu aimerais refaire de la recherche ? Est-ce que tu aimerais peut-être faire une thèse un jour ? Définitivement, vraiment, bon, je passe l'agrégation pour pouvoir avoir une chance à faire une thèse parce que j'ai vraiment très envie de faire de la recherche. Il y a un sentiment très plaisant dans le fait de faire de la recherche et qu'on se sent très utile. Vraiment, cette impression de participer à la connaissance du monde, c'est un sentiment inégalé, inégalable, quoi. Et est-ce que tout ce qui est archéologie expérimentale, est-ce que ça t'intéresse peut-être ? Alors, oui, j'ai dans les plans
possible, j'aimerais beaucoup faire de l'archéologie expérimentale dans les musées s'ouvrent un peu à l'archéologie expérimentale, à essayer de reconstituer les pièces, tout ça. Ça, ce serait très très chouette. J'aimerais beaucoup quand même continuer ma recherche dans l'histoire du genre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas assez abordé en France, ou qui a encore une place un peu trop marginale, peut-être. Comme on est dans un pays un peu compliqué politiquement, où tous ce genre de choses sont très mal vues par, on va dire, la droite, c'est vrai que ça doit être compliqué aussi peut-être parfois de faire ce genre d'études. On doit peut-être se prendre des remarques parfois. Bah ouais, j'ai cru comprendre que certaines doctorantes se prenaient des remarques un petit peu c'est vrai, un petit peu déplacées. Ouais, bah récemment dans un l'histoire, une doctorante qui travaille sur les biches au Moyen-Âge, qui s'est pris une remarque du genre ça sied très bien à une chercheuse de faire ses recherches sur les biches. Et elle était en mode c'est ironique que tu dises ça et que tu lis biche et féminité parce que c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah c'est Clémentine Giraud que j'avais reçue sur... c'est Clémentine Giraud. Oui, voilà. Ça me dit quelque chose en fait, oui, voilà. Elle en avait parlé un petit peu. Voilà, et donc dans un article de l'histoire qui est paru en février, je crois, voilà, donc elle en parle un petit peu, et j'ai trouvé ça pas forcément ultra rassurant, donc est-ce que la France sera ouverte à ce genre de thèse ? Je l'espère, j'espère que les mentalités changent et que l'histoire du genre va prendre une plus grande place. Mais oui, c'est très intéressant. Et alors, est-ce que tu penses que... Alors, et peut-être que ça intéressera les personnes qui nous écoutent, qui voudraient faire des recherches, ou juste qui voudraient s'intéresser à ce sujet. Est-ce que tu penses qu'il reste encore des choses à étudier sur les vêtements à l'époque carolingienne ? Je pense que oui, parce qu'on a toujours des sources. Alors, c'est pas la fin du Moyen-Âge où il y a beaucoup plus de sources, mais on a quand même plusieurs psautiers très riches, très enluminés, donc il faudrait faire des études un peu plus approfondies. Je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur peut-être les vêtements des plus pauvres. Alors, on n'a pas beaucoup de sources, on n'a pas beaucoup d'archéologie, mais voilà, il faut le laisser quelque part si jamais la recherche et l'archéologie nous donnent des preuves. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi avec toute l'histoire du genre, parce que l'histoire du genre à l'époque carolingienne est certes bien abordée, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans tout ce qui va être transgression de genre, tout ce qui va être remise en cause des normes de genre, parce que c'est aussi très actuel, et j'espère que ça peut inspirer la recherche, parce qu'on a besoin de prendre en fait tout ce qui se passe dans le monde actuel et de voir si c'est vraiment juste une mode récente ou pas du tout. Et moi, je pense très fort que pas du tout. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le vêtement et donc surtout l'habit masculin à l'époque carolingienne. Donc merci beaucoup Léa Floïc, c'était passionnant. Vraiment, tu nous as fait vivre une aventure, c'était super. Auditeurs, auditrices, si le sujet des vêtements vous intéresse, je peux vous renvoyer vers 2 épisodes que j'ai fait sur le sujet aussi. Alors il y en avait un, c'était il y a très longtemps. C'était l'épisode 10. On dit on est en 98 maintenant, hein, une belle année pour l'équipe de France. Mais bref, l'épisode 10, on était sur le concept de mode. Donc là vraiment, on parlait déjà du vêtement masculin, mais on était plus au XIVe siècle avec le vêtement masculin, avec l'apparition du pourpoint. Et aussi, j'avais fait une série, alors c'était, je crois, en 2020, c'était une série sur la vie quotidienne au Moyen-Âge en partenariat avec le musée de Cluny. Et on avait fait un épisode sur les vêtements. Donc là, c'est des choses très générales sur les vêtements à l'époque médiévale, vraiment. C'est assez complémentaire à ce qu'on a fait aujourd'hui, donc là vous verrez, parce qu'on parle beaucoup de la fin du Moyen-Âge dans cet épisode-là, et alors qu'aujourd'hui c'était plutôt au Moyen-Âge, donc vous voyez, ça vous complétera aussi. Et donc, si jamais tout ce qui est aussi études de manuscrits, études du genre vous intéresse, j'ai fait plein d'épisodes sur le sujet. Donc allez voir mon site passionmédiéviste.fr, il y a vraiment plein de choses, vous verrez, si vous êtes sur la page d'accueil, vous verrez, en fait j'ai mis des magnifiques pictogrammes avec des symboles, donc histoire des femmes, histoire... je crois que j'ai pas mis vie quotidienne, bref. J'ai mis, de toute façon, tous mes épisodes ont un article qui est lié à l'épisode, et je mets des tags, je mets des thèmes et tout ça. Donc si vous allez dans la barre de recherche, mettez un sujet qui vous intéresse, vous trouverez un épisode sur le sujet qui vous intéresse. Et si vous ne trouvez pas un épisode sur le sujet qui vous intéresse, envoyez-moi un mail. Dites-moi, Fanny, tiens, il n'y a pas d'épisode sur tel sujet. Alors, non, il n'y aura pas d'épisode sur les petites cuillères au 8e siècle au Périgord, mais voilà, oui, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de sujet il y a pas très longtemps, mais ce n'est pas un vrai sujet. Bref, allez voir sur mon site. Profitez-en que vous êtes sur mon site pour aller voir aussi mes autres podcasts. J'ai aussi Passion Antiquité sur l'Antiquité où on parle beaucoup d'archéologie. Donc là, voilà, si le sujet vous intéresse, allez voir, il y en a plein. Et j'ai donc aussi Passion Moderniste où là, on parle aussi pas mal de vie quotidienne et de genre
aussi dans certains épisodes, donc allez voir tout ça, donc c'est Passion moderniste avec un S. De toute façon, tous mes podcasts ont des S à la fin, cherchez pas, donc c'est Passion au singulier et moderniste au pluriel, antiquité au pluriel et Passion médiéviste au pluriel, voilà, vous le savez. Et aussi, j'en profite sur le site, vous verrez, il y a beaucoup d'épisodes qui ont de la retranscription. En fait, je remercie encore mes auditrices, parce que c'est quand même en général des auditrices qui ont fait cette action bénévole de retranscrire certains de mes épisodes. Si jamais ça vous intéresse de retranscrire aussi, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous remettrai dans le groupe des gens qui retranscrivent, parce que ça permet de rendre le podcast encore plus accessible, parce que clairement, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire toute seule et je n'ai pas les moyens de rémunérer quelqu'un pour le faire. Malheureusement, je ne peux pas tout faire parce que je suis toute seule à travailler sur Passion médiéviste et je rémunère les gens au maximum qui m'aident. Mais voilà, donc si jamais vous voulez me soutenir de cette façon, ça peut aussi être une façon de soutenir Passion médiéviste en rejoignant la grande équipe de retranscription. Donc pareil, vous verrez sur la page d'accueil, il y a un petit bouton qui renvoie vers les épisodes qui sont retranscrits. Et si jamais vous voulez soutenir financièrement Passion médiéviste, c'est possible, si jamais c'est possible pour vous, que vous en avez l'envie, même à partir de 1€ par mois, c'est déjà beaucoup, parce que si toutes les personnes qui m'écoutent me donnaient 1€ par mois, je pourrais payer les personnes qui font les retranscriptions, ça serait génial. Donc je vous explique comment faire sur mon site, c'est passionmédiéviste.fr/soutenir. Voilà, il y a plusieurs façons, allez voir tout ça. Et d'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier Marie-Claire, Zoé, Bernard, Franck et Nelly. Merci encore énormément à ces personnes. Et dans les prochains épisodes, dans les prochains épisodes de Passion médiéviste, parce que là, on s'approche bientôt d'un gros chiffre, d'un chiffre bien rond. Bon, déjà, dans le prochain, dans le 99, on parlera de l'Écosse au Moyen-Âge. On parlera vraiment d'un sujet totalement différent à celui d'aujourd'hui, mais dans l'épisode 100, et oui, dans l'épisode 100, on parlera d'un sujet qui a un peu un lien avec celui d'aujourd'hui. Vous allez voir, parce qu'on parlera de représentation dans les manuscrits des femmes guerrières. Vous allez voir, ça va être incroyable. À bientôt, salut!